La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Eh bien, bonjour à tous. Salut, Mathieu, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Je suis en compagnie pour ce nouvel épisode d'OVNI, le podcast de Mathieu Paulet, qui est un entrepreneur avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger il y a quelques semaines sur LinkedIn et à qui j'ai dit écoute, tel jour, je suis dans les locaux de Cosa Vostra et d'Orso Media. Si tu veux, plutôt que de prendre un café en bas à la cafétéria, alors que la terrasse est magnifique et qu'il y avait un grand soleil, on peut faire ce podcast ensemble et montrer un peu les coulisses du métier. Et on a eu le café, donc c'est bien. On a eu le café en bas au soleil à la terrasse. Et je t'avais pris cet exemple en te disant j'essaye chaque semaine de rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit des entrepreneurs que je finance, que ce soit les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, des C-level, etc., qui me financent. Et ça augmente ma surface de chance. Et donc, j'ai proposé de faire ce café-là en public, comme on essaye de le faire avec Mathieu, Stéphanie, avec Augustin Saillard, mes associés. Écoute, on va pas se casser la tête. Mathieu a une formule qui marche pas mal, où il demande dans Génération Do It Yourself à ses invités de se présenter. Est-ce que tu veux bien prendre quelques minutes pour te présenter et dire dans quel contexte finalement on a été amené à se rencontrer? Ouais. Bon, écoute, merci en tous les cas de m'inviter. Mathieu Paulet, j'ai 46 ans, bien tapé maintenant, 2 enfants, deux filles, j'allais dire petites filles, mais plus si petites, et une femme, voilà. Et par ailleurs, je suis entrepreneur. J'ai cofondé une boîte il y a un peu plus de 12 ans maintenant, avec un ami d'enfance, Lionel Tressens. Voilà, et on vient de céder l'entreprise. On est encore aux commandes de l'entreprise et je pense pour encore quelques temps, mais on n'est plus complètement notre entreprise puisqu'on on n'est plus propriétaire des actions de l'entreprise. Ouais, écoute, j'aime bien moi d'ailleurs raconter ces histoires de sessions. Il y a quelques semaines, on a reçu le fondateur de WeFix qui a parlé de ça. C'est vrai que moi, je bénéficie d'énormément de retours d'expérience par les souscripteurs de nos fonds qui nous racontent les sessions, les earn-out qui se sont bien passés, mal passés, les intégrations qui se sont bien passées, mal passées. Et je trouve ça sympa de pouvoir raconter ça. Donc c'est peut-être un peu tôt pour toi parce que la session vient d'avoir eu lieu et là tu vas avoir quelques mois, quelques années d'accompagnement, c'est ça ? Oui, on est engagé. Enfin, comme toujours, on a une partie de la transaction qui est payée au bout de 2 ans. Donc, effectivement, pendant ces 2 ans, on sent qu'on a intérêt à être dans le bateau si on veut que ça fonctionne. Mais au-delà de ça, moi, je pense que j'ai pas peur de ne plus être chef d'entreprise, mais être juste un des dirigeants d'une entreprise plus grosse. Ça m'inquiète pas. Être entrepreneur pour être entrepreneur, pour moi, c'est pas une fin en soi. Donc, potentiellement, je peux me projeter au-delà de cette période de learn-out dans cette entreprise. On va en reparler. Par contre, oui, c'est encore un peu chaud. Donc, pour l'instant, tout est rose, mais je suis plutôt optimiste pour la suite. Mais l'année passée dans ce process de session, c'était assez intéressant. Et je dois dire que j'ai bien aimé cette période. J'ai appris plein de trucs, en fait. Et rien que ça, c'était intéressant. Super. Et tu me disais que justement, finalement, l'entrepreneuriat était venu à toi, que tu avais fait des rencontres qui t'avaient poussé vers ça, mais que tu aurais pu avoir une toute autre carrière et qu'il y a eu quelques éléments déclencheurs. Est-ce que tu peux raconter ça? Comment il y a 12 ans, finalement, tu trouves l'équipe avant d'avoir l'idée? Ça, c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. En même temps, ouais. Essaye juste de vraiment te coller un peu plus au micro. Voilà, ça marche. Ouais, c'est vrai que j'ai travaillé avant de monter ma boîte, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, mais je dois dire que j'ai toujours été assez fan, impressionné par les chefs d'entreprise. Même gamin, j'adorais parler à des chefs d'entreprise ou que mon papa me raconte ses histoires de boulot. C'était pas un chef d'entreprise, mais c'était un cadre dirigeant de boîte. Et moi, ça me passionnait quand même la vie de l'entreprise.
Et je crois qu'il y a on me disait même, j'ai un oncle enseignant qui donc pas du tout dans ce monde-là et qui me demandait ce que je voulais faire plus tard, et il se souvient que quand j'avais 5 ans, je lui avais dit je vais être PDG. Voilà. D'accord. Il m'a fallu un peu de temps pour ça, mais j'y suis arrivé. Si ça peut te rassurer, je suis toujours pas, j'ai jamais été. Bon. J'ai toujours été que directeur général. Pour les gens qui voient la nuance. Oui, c'est ça. C'est ténu comme nuance. Non, mais oui, effectivement, l'histoire, c'est que moi, j'avais envie à un moment donné de monter une entreprise après une dizaine d'années dans une petite boîte où j'étais un des managers clés, mais j'avais envie de voler un peu de mes propres ailes. Et en discutant avec un de mes copains d'enfance, on se connaît depuis qu'on est né littéralement, nos mamans sont copines, Lionel Tressins, je lui ai parlé de ses projets. Il se trouve que lui aussi réfléchissait à voler de ses propres ailes. Et à un moment, on s'est regardé en poussant nos poussettes de jeunes papas. Je me souviens très bien, j'ai l'image dans la tête, le long du canal du Midi. On s'est dit, on pourrait peut-être tenter de faire ça ensemble. Le canal du Midi, donc à Toulouse, parce que cet associé est toulousain. On salue tous nos auditeurs toulousains. On a quand même, nous, chez OVNI, plus d'une dizaine de souscripteurs qui viennent de la région de Toulouse et qui sont des beaux entrepreneurs qui ont monté des business dans le cloud, dans les data centers, dans le retail, etc. Et dont certains qui ont fait l'INSA, je crois, avec Lionel. Donc, petit monde, finalement. Ouais, c'est un petit monde. Alors, effectivement, à Toulouse, tous les entrepreneurs se retrouvent assez vite. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça crée un peu d'émulation. Et donc, on s'est tapé dans la main en disant, écoute, on va travailler, on tente le coup de monter une boîte ensemble. 50-50? 50-50. Mais après, il a fallu un an pour qu'on trouve le projet en soi. Donc, on était assez rigoureux quand même. Tous les, un week-end sur 2, on se faisait un appel sur Skype. Pour ceux qui se souviennent, ça existait à l'époque. Et on regardait les projets, des idées qu'on avait eues. Pendant ces 15 jours, on passait quelques coups de fil, on essayait de voir dans notre réseau s'il y a des gens qui pouvaient nous guider. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à ce sujet de l'hôtellerie et de la digitalisation du monde, de l'industrie hôtelière. Mon papa avait travaillé dans le tourisme, donc en activant quelques contacts de personnes dans ce monde-là, on a senti qu'il y avait un truc à faire. Ce que je te disais juste avant qu'on enregistre, c'est vous avez été précurseur, pionnier finalement, où il y avait déjà des acteurs sur le marché. Enfin, parce que cette digitalisation du secteur, que ce soit tourisme, hôtellerie, etc., elle a commencé quand et ça s'est accéléré quand selon toi? En fait, le monde de l'hôtellerie, le monde du voyage, c'est une activité qui est assez précurseur. Ça fait partie des premiers e-commerçants, en fait. C'est les premiers produits qu'on a achetés en ligne. C'était le voyage, les billets de train, d'avion, l'hôtel, etc. C'est vrai. Mais nous, dans ce monde-là, on s'est dit que ce truc de la distribution s'était déjà pris, et donc on allait arriver après pour plutôt gérer le parcours client et la gestion de la fidélisation des clients, etc. Et c'était un peu une intuition, mais qu'on a un peu validé, si je puis dire, en regardant ce qui se faisait dans d'autres pays. Et aux US, il y avait déjà quelques initiatives. Il y avait rien en France. Mais je parle de ça, on est fin 2010 à peu près. C'est l'essor du smartphone, l'iPad vient de sortir, etc. Donc on est à ce stade-là du développement. Mais on sent qu'il y a des usages. Moi, je voyageais beaucoup, j'étais tout le temps dans des avions, dans des lounges d'aéroports, ce qui avait donné le nom d'ailleurs. Pour ton job précédent? Pour mon job précédent, pardon. Ok. Ouais. Et tu faisais quoi alors, juste? Moi, je bossais chez un éditeur de logiciels, SaaS, qui fait encore des logiciels de gestion des workflows sur les projets de construction. Je suis ingénieur en génie civil. Et donc, c'était la digitalisation de la collaboration entre les différents acteurs de gros projets de construction. Ok, donc tu as toujours quand même été dans le SaaS et dans le logiciel, une grosse partie de ta carrière. Je parlais d'Alex Délivet tout à l'heure, qui a un podcast et qu'on salue au passage, justement sur les outils SaaS, que tu écoutes, que tu connais, c'est ça? Oui, parce que Alex, il avait une boîte dans le monde du travel avant sa société actuelle, et à ce moment-là, on s'était pas mal fréquenté comme jeune start-upper dans le monde de la travel tech, qui s'appelait pas encore la travel tech d'ailleurs, mais en tous les cas, on se croisait pas mal. Et on se soutenait parce que c'était pas facile. Ouais, et c'était une époque où l'entrepreneuriat était peut-être beaucoup moins répandu en France et soutenu que aujourd'hui. Il y a eu un vrai essor de la tech, des startups françaises ces 12 dernières années. Comment toi tu l'as vécu, et est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes un peu les chiffres clés de votre aventure? Vous passez de 2 finalement à distance
associés. Pas complètement à distance. Pas complètement à distance. On a fait partie d'un dispositif assez innovant à l'époque qui s'appelait le Camping, qui était un premier accélérateur de start-up. Par Silicon Sentier. On arrivait juste après entre Silicon Sentier et Numa, tu vois, dans cette phase-là. Et donc on a été sélectionné pour faire partie de ce programme. Et le deal, c'était que Lionel vienne à Paris pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, il a fait des allers-retours. Et Google, je crois, donnait un chèque aux 12 boîtes qui étaient sélectionnées. Et donc les 10 000 balles qu'ils nous ont passées, ça, il lui a payé ses billets d'avion. Et sauf erreur de ma part, c'était une époque où le modèle économique du camping était en plus finalement gratuit, car sponsorisé, soutenu par la ville de Paris, par la région, par tout un tas d'acteurs. Et quelques années après, Numa a fait un crowdfunding, ils ont levé 1 million d'euros, ils ont basculé vers un modèle où les startups cédaient, je crois, entre 3 et 8% d'equity contre un programme qui a été réduit de 6 à 4 mois. Donc finalement, tu fais partie des startups qui ont bénéficié de cet incubateur, accélérateur qui derrière a donné naissance à quand même des très belles boîtes comme Back Market, que moi j'ai eu en jury à l'époque de Numa. Mais Storefront, on salue Mohamed Awash, il y a pas mal de gens qui sont passés par effectivement le Silicon Sentier, le camping et Numa. Ouais, c'est des bons souvenirs. En fait, moi je me suis fait pas mal de vrais copains pendant cette période et des gens aussi de confiance dans ce monde de la création d'entreprise où on parle de beaucoup d'argent et de choses comme ça, mais à un moment il y a quand même quelques fondamentaux quelques piliers comme ça de relations que j'ai pu bâtir pendant cette période. On est tout un groupe d'anciens de cette période là qui continue. Et alors elle a donné quoi cette mafia dans les gens que tu fréquentes encore du camping, je sais pas quelle saison d'ailleurs. Alors nous c'était saison 2 pour poser un peu l'ancienneté. Et en fait, saison 2, ça chambre pas mal, parce que nous, on a commencé, Lionel et moi, on était déjà les vieux de la saison 2. La plupart étaient des jeunes gars qui sortaient d'école. Non, il restait 2 boîtes, donc il en reste plus qu'une maintenant. À l'époque, il restait Landjup et une autre boîte qui s'appelle Pictarine, avec un fondateur que tu connais peut-être qui s'appelle Guillaume Martin, qui est à Toulouse aussi. Et maintenant, c'est le dernier de la cohorte saison 2 qui reste là avec une super boîte qui a jamais levé, qui marche très bien, qui est très très rentable, etc. Après, en passage, une histoire assez dingue pour lui, mais ouais. Donc dans la saison 2, donc je vois Infinite, Julien Quintard dont on parlait, et quelques autres qui ont malheureusement pas survécu. Je pense OneFit, WeCock, Skim, spécialisé dans le paiement mobile, ou alors ils ont changé de nom. Non, ils ont disparu. Ils ont disparu. Et je vois que vous bénéficiez d'un soutien juridique et financier à hauteur de 4 500 €. Quand on voit aujourd'hui qu'on a des programmes comme YC et autres, où c'est 150 à 500 000 €, on parle d'une époque où l'entrepreneuriat était peut-être beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Du coup, en même temps, tu sais, plus compliqué, j'en sais rien, parce que en même temps, nous, on a été sélectionnés dans ce truc. Il y avait 12 boîtes sélectionnées, donc on a parlé de nous pendant plusieurs semaines dans tous les journaux. On avait nos photos dans le Figaro, les Échos, etc. Donc ça nous a aussi ouvert des portes d'être une des rares startups qui existaient à l'époque. Excellent. À titre perso, peut-être juste sur le commentaire, on a invité ici nos amis de l'incubateur, accélérateur 50 Partners. Moi, j'ai beaucoup cru en ce modèle, mais je trouve qu'aujourd'hui, l'écosystème a beaucoup évolué. Et je trouve que les meilleurs entrepreneurs, si toi tu devais relancer une boîte demain, ont quand même beaucoup de mal à envisager céder 3, 5, 8% de leur société contre de l'accompagnement. Et c'est là où je trouve que l'écosystème a évolué, la demande a changé, et c'est pour ça que j'y ai cru sur les années que tu évoques, et j'y crois un peu moins aujourd'hui, notamment parce que on est dans un contexte aussi beaucoup plus mondialisé, etc. Donc cette aventure, Landjup, 0 à 30 collaborateurs, une dizaine d'années. Tu disais qu'en termes de clients, c'est pas 0 à 500 clients, parce que vous êtes sur un marché qui est niche finalement, et tu l'évoquais un peu comme un regret, ou pas tant que ça. Enfin, raconte-moi.
En tous les cas, donc nos clients, ce sont des hôtels ou des groupes d'hôtels, plutôt moyens, haut de gamme. Donc quand on regarde autour de soi dans la rue, il y en a pas non plus des masses. En tous les cas, il y a beaucoup plus de restaurants et de boulangeries que d'hôtels. Donc en fait, et quand on enlève de ça tous les hôtels de grandes marques, des Accor, Hyatt, Marriott, etc., en fait, c'est un marché où il y a, sur le marché français, 5 à 6 000 clients qu'on peut aller chercher. Donc, c'est un petit marché. Le panier moyen est relativement élevé, soit, mais il y en a pas beaucoup. Donc, on peut pas faire n'importe quoi et on peut pas, à un moment, si on dit je prospecte à fond, en fait, en un mois, j'ai appelé tous les clients potentiels. Donc, c'est pas la peine. Et si le client il dit je suis pas prêt, rappelez-moi l'année prochaine, au bout d'un mois, on a épuisé son. Et donc, vous êtes parti avec cette base-là de 5-6 000 clients en vous disant, OK, on sait ce qu'on veut développer comme produit, on sait le trou dans la raquette dans les acteurs existants, et vous avez quoi? Vous avez Lionel, donc, qui a plutôt la casquette CTO, a commencé à staffer une équipe de tech. Vous avez développé quoi? Une première version du produit, et c'est toi qui étais en charge d'aller la vendre, finalement? Ouais. Enfin, au début, on n'avait pas grand-chose, donc j'avais un PowerPoint. Lionel avait développé 3 bouts de trucs. Et quand je ramenais un client, Lionel faisait le paramétrage différent directement dans la base de données. Et de fil en aiguille, on a construit un back-office, etc. pour rendre ça un peu plus administrable par quelqu'un d'autre. Mais en fait, non, on a commencé tous les deux. 6-9 mois après, on a embauché un développeur, Julien. Et on a fait une petite levée de fonds, mais les quelques premiers mois quelques premiers salaires de ce premier développeur, c'est nous qui l'avons payé avec nos économies. Petite levée de fonds à une époque où lever à 300-500 000 euros, c'était un exploit. Montant non communiqué sur Crunchbase, tu peux en parler aujourd'hui, il y a prescription? Ouais, il y a prescription quand même. On a élevé 250 000 euros à peu près. J'ai un peu oublié le chiffre exact, mais c'était de cet ordre-là. Et vous avez jamais relevé de fonds après, si? Si, on a relevé à peu près 3 fois 250 000 euros. D'accord. On n'a pas optimisé notre histoire, mais on va pas la refaire. L'histoire, c'est fait maintenant. Mais on a levé en tout, je crois, 900 000 euros. Ok, très clair. Après, moi, je mets souvent en garde les entrepreneurs sur l'equity story, où lever beaucoup, c'est bien. Lors de la session, et tu vas peut-être le raconter, toutes les parts de capital que tu as cédées à des VC et autres, elles peuvent coûter cher. Ah grave, ouais. Moi, j'ai passé ces dernières années à dissuader des entrepreneurs d'aller dans le monde de l'hôtellerie et à lever trop d'argent. Tu vois, l'hôtellerie, parce qu'en fait, tout le monde fabule un peu sur ce marché parce que c'est un produit assez joli, tout le monde comprend, etc. Mais à nouveau, c'est pas un très gros marché. Et sur lever des fonds, tu viens de le dire, si tu fais les maths, à un moment, faut faire un petit peu attention, réfléchir à ce que peut être ta sortie. Et si tu fais pas attention, tu peux vite te retrouver dans une situation un peu délicate au moment de céder. Ouais. Et tu disais, on parle effectivement beaucoup d'argent sur ce podcast, etc. La partie confiance est importante. Moi, j'en parle pourquoi? J'en parle juste parce que je trouve que nous, en tant que VC, on a finalement ce rôle qui nous met au cœur de l'écosystème, où on peut expliquer notre métier, les coulisses de notre métier. Et c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, mais c'est juste, on a, par exemple, un des souscripteurs dans notre fonds qui s'appelle Julien Coulon. Il raconte qu'entre sa première offre de rachat et 7-8 ans plus tard, son exit, il avait levé 25 millions. Et ce qu'il a gagné, lui, personnellement, correspond au même, sauf que, en fait, il s'est passé 5 ans, qu'il a fait grandir la boîte dans 50 collaborateurs, dans plein de pays différents, etc. Donc, l'entrepreneur, je pense que nous, on recherche plutôt des gens qui sont drivés par une mission et qui sont pas des mercenaires. Mais quand tu passes 12 ans, et tu m'en as parlé, qu'il faut beaucoup de résilience, beaucoup de patience, etc., on peut pas se le cacher, t'as quand même envie aussi à un moment donné de réaliser une partie de ce que vaut l'entreprise que t'as créée. T'as une femme, des enfants, tu vois. Est-ce que ça, tu peux en parler? Tu trouves ça intéressant? Dis-moi. Hein. Ouais, non. Tu vois, c'était un peu nos réflexions d'il y a 1 an et demi à peu près, quand on a senti que notre marché passait à une deuxième phase et que les choses accéléraient. Et que d'un côté, on voyait quelques gros acteurs américains qui avaient commencé à peu près en même temps que nous, mais qui entre-temps avaient eu le temps de énormément grossir sur leur marché domestique. C'est la chance des boîtes US, c'est qu'elles ont tout de suite un énorme marché. Et donc, on commençait à les voir apparaître en Europe. On a aussi vu apparaître des fintech qui commencent à vouloir rentrer dans ce. Vous, franco-français uniquement?
Écoute, on a des clients dans quasi 40 pays. D'accord. Et on a un petit bureau à Barcelone. Donc on n'est pas complètement franco-français, mais malgré tout, on est allé. En fait, la France et dans le monde du voyage en particulier, c'est un marché domestique qui est quand même pas mal. Donc on arrive à faire vivre une boîte en étant focus sur ce marché. Si on était hollandais, par exemple, on aurait dû aller tout de suite aller à l'international. Mais on s'est posé cette question il y a 1 an et demi, puisqu'en fait, on arrive à un stade où on voit des gros arriver, et donc on a 2 options. Et donc aujourd'hui, il y a 1 an et demi, on est leader sur notre marché, notre petit marché, mais on est leader. Et on voit des gros arriver. Là, on sent que la concurrence, elle doit être un peu différente. Et que donc on a 2 options. Soit on va, on essaye nous aussi d'aller se battre avec ces gros acteurs, donc il faut qu'on grossisse. Et donc pour grossir, ça veut dire aller faire de la croissance externe, des choses comme ça. Vous en avez fait une en 2020 ? Une petite OP, Une petite, ouais, ok. Qu'est-ce que ça t'a appris ? C'est pas simple de racheter une boîte, de consolider, de fusionner ? Ouais, alors écoute, ça s'est super bien passé. Je crois qu'on est un peu à l'envers des stats, mais je sais pas si les stats dont tu parles, c'est que 80% des fusions-acquisitions ne servent à rien et détruisent de la valeur, c'est ça ? Donc vous êtes dans les 20% où ça... Dans les 20%, on a multiplié le chiffre par 3. Ça nous a vachement aidé à rentrer chez des comptes dans lesquels on n'arrivait pas à entrer, etc. Donc c'est un outil qu'on a racheté qui nous a vachement aidé, plus une recrue qui nous a aussi personne qui est arrivé dans la boîte et qui nous a fait évoluer. Donc c'était une super OP. Et l'autre chose, c'est que je disais ça à un copain ce week-end. Tu rachètes une boîte, même toute petite, la boîte en question, il y avait 2 personnes, donc c'est vraiment une petite structure. Mais donc en termes d'opération, c'est simple à faire. Mais ça nous a tout de suite donné un crédit différent sur le marché, comme étant la boîte qui était capable d'en racheter d'autres. Donc j'ai eu un flux de boîtes qui m'ont contacté en tapant à la porte en disant ça serait bien, il y a peut-être des trucs à faire ensemble, etc. Donc tout de suite ça a changé notre position sur le marché, le fait de racheter cette petite boîte. Donc c'est souvent un conseil que je donne parfois, rien que pour ça peut valoir le coup. Sûr dans la perception, etc. Moi tu sais, on m'a pas eu l'occasion d'en parler, mais moi je viens des télécoms, et dans les télécoms t'as vraiment ce type de mouvements qui sont récurrents, réguliers, où des opérateurs régionaux se font racheter par des nationaux se font racheter par des internationaux et tout. Et en fait, soit t'es une cible, soit c'est toi effectivement le prédateur et qui consolide, etc. Et c'est vrai que ça joue beaucoup. Et les timings dont tu parles, ils sont importants. Je sais que typiquement, nous, on avait consolidé le marché français des opérateurs avec Neo Telecom avant qu'un opérateur américain qui lui-même avait fait 37 acquisitions aux US vienne consolider la France et puis l'Europe. Et on était sa première acquisition en Europe. Et donc, vous prenez cette décision il y a 1 an et demi, vous dire, soit on va s'adosser à quelqu'un, soit on va repartir en levée. Enfin, franchement, c'était ça le choix. Soit on dit, nous, on va essayer de grossir et d'être le consolidateur européen, donc il faut effectivement aller lever, et on repart pour 10 ans. Soit on va plutôt aller trouver une boîte qui va pouvoir nous prendre sous son aile et nous aider à déployer rapidement par son emprise existante. Et donc on a un peu regardé les 2 chemins, mais c'est finalement assez vite la deuxième route qu'on a prise. Et est-ce que tu peux décrire un tout petit peu plus finalement le produit, votre proposition de valeur en tant que boîte, pour expliquer aussi comment vous avez fait ce choix final de l'acquéreur, où ce que tu m'as expliqué, c'est il y a en fait le parcours client avant la vente dans ce secteur de l'hôtellerie et après la vente. Et finalement, vous étiez dans la deuxième partie, c'est après la vente. Nous, notre métier, c'est d'aider les hôtels, nos clients, à gérer leurs données clients, donc consolider les différentes sources d'informations qu'ils ont sur leurs clients, recréer une base de données clients qui soit nickel chrome et exploitable, et grâce à cette base de données, de pouvoir interagir avec les clients à toutes les étapes du parcours client, donc avant que les clients arrivent à l'hôtel, de réaliser juste avant l'arrivée les formalités administratives, puis pendant le séjour permettre aux clients de réserver des services, etc. Et puis en fin de parcours, d'aider les hôtels à reconquérir les clients pour les faire revenir dans l'hôtel ou dans un hôtel du groupe, pardon. Et tout ça en direct, en essayant de bypasser autant que possible les distributeurs type Booking, Expedia, etc. Et si je mets les pieds dans le plat, moi j'ai été toujours choqué ces dernières années de voir dans certains hôtels, des fois des très beaux hôtels, que y avait un mec à l'accueil qui notait les numéros de ta carte bleue sur un petit calepin au crayon gris et qui l'effaçait le lendemain,
qui faisait des photocopies de tes pièces d'identité et tu savais pas où ça allait terminer quand on voit aujourd'hui tous les problèmes d'usurpation d'identité, etc. Vous, donc, typiquement, vous êtes intervenu sur des sujets comme ça, finalement, de digitalisation, de dématérialisation de cette data. Ouais. Dans quelle mesure vous êtes relié sur des bases de KYC, des choses comme ça, des croisements, ou en fait, votre job, c'était juste de cocher on va dire, les cases légales de bon, moi j'ai bien pris la pièce d'identité, j'ai bien pris ça, etc. Ouais, non, pour l'instant, aujourd'hui, les requirements réglementaires, c'est que ça, quoi. Donc, c'est juste des choses assez simples de vérifier si toutes les étapes ont été faites. Mais demain, si tu as une vision sur l'industrie, tu penses que on va aller là-dessus? C'est-à-dire que l'IA et le développement des outils data va permettre d'effectuer des croisements, de faire des checks, ou alors c'est une industrie qui en a pas besoin? Moi, je pense que l'industrie n'en a pas trop besoin. Alors, il y a peut-être ce truc d'aller faire de la reconnaissance faciale pour éviter le truc où le réceptionniste doit vérifier que le client qui se pointe est bien le client qui est porteur qui est celui qui a réservé et qui est porteur de la carte d'identité. Donc ça, on pourrait éventuellement le rendre un peu plus simple avec la reconnaissance faciale, mais sinon, il n'y a pas de besoin particulier dans cette industrie. Par contre, il y a un vrai sujet pour les hôtels de mieux connaître leurs clients pour pouvoir les reconquérir derrière et dealer avec eux en direct. Parce qu'en fait, c'est une industrie qui a été complètement intermédiée par des acteurs de la distribution en ligne. Donc Hotel.com, Booking, Expedia, c'est le même, ok. Exactement. Et donc, et qui prennent tous une commission. Et donc, l'enjeu pour les hôtels, c'est qu'une fois que le client est venu une fois, si jamais le client a besoin de revenir sur la destination, qu'il revienne en direct la fois d'après. Première chose. Et deuxième chose, en maîtrisant la donnée, on est capable de personnaliser les communications et même le séjour et les offres proposées, et donc d'augmenter le chiffre d'affaires parce qu'on va proposer le bon service à la bonne personne, et puis d'adapter aussi ce qui est proposé à chacun. Et donc dans votre modèle d'abonnement, finalement, tu facturais quoi? Tu facturais un prix mensuel annualisé, tu facturais au nombre de personnes accueillies dont tu as fait remonter de la data. C'était quoi un peu votre business model? Parce que je parle encore au présent, ouais. Mais on facture un abonnement qui est lié au périmètre fonctionnel qui est choisi. Il y a différents plans et à la taille de l'établissement, la taille de l'hôtel. Et la taille de l'hôtel, c'est en nombre de chambres. C'est le nombre de chambres qui détermine le prix final. Après, effectivement, un hôtel qui est à la montagne, qui est fermé 4 mois par an, on peut adapter un petit peu. Mais après c'est un mode de fonctionnement qui convient à tout le monde, qui parle à tout le monde. Les chiffres de votre boîte, le chiffre d'affaires, etc., ils sont publics? Tu peux en parler ou? Pas public, nous avons un peu moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Et donc, dans le SaaS, t'es sur quoi? T'es sur des multiples classiques, de multiples de chiffre d'affaires? C'est des multiples d'EBITDA? Comment? Parce que t'as une valeur de la part de ton catalogue client, finalement. C'est ça qui se valorise aussi au moment d'une session? Ouais, enfin, nous, on a réussi à vendre des multiples de chiffre d'affaires, ouais. Donc, des multiples de chiffre d'affaires. Ouais, c'est cool. Après, on avait un business qui a toujours été plus ou moins à l'équilibre. Ok. Mais on n'avait pas non plus un EBITDA de ouf, donc heureusement qu'on a réussi à vendre un multiple de chiffre d'affaires, sinon ça aurait été un peu compliqué. Et l'enjeu pour la boîte qui consolide, qui elle est en avant-vente, par rapport à toi qui fait quelques millions de chiffre d'affaires, elle fait quelques millions de chiffre d'affaires aussi, elle fait des dizaines de millions de chiffre d'affaires. C'est quoi l'équilibre un peu? Ils font plutôt plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le 3e acteur mondial dans le domaine de la distribution, donc des outils pour aider les hôtels à vendre leurs chambres sur un peu partout, sur Internet, sur leur propre site, auprès des agences de voyage. Et c'est une boîte qui équipe quasi 20 000 hôtels dans le monde. Donc nous il y a un white space, donc un nombre de clients communs qui est assez faible, donc il y a un potentiel énorme d'upsell sur toute la base installée de cette boîte. Comment vous rentrez en contact avec cette société? C'est intermédié par une banque d'affaires? C'est le hasard? Il y a Pierre Valade qui raconte que leur achat par Microsoft s'est fait parce qu'un jour il a reçu un message sur LinkedIn alors qu'il lisait jamais ces messages sur LinkedIn. Toi, tu les lis, la preuve, on se retrouve ici grâce à un petit message que je t'ai envoyé sur LinkedIn. Non, en fait, c'est à nouveau, plutôt un petit marché, ce monde de l'hospitality. Donc en fait, les acteurs, on se connaît tous un petit peu. Et le CEO de la boîte, on se connaît depuis longtemps, on se parle, on déjeune une fois ou deux par an, etc. Et puis il y a un peu plus d'un an, il dit les gars, ça serait quand même pas con. Donc il est basé en France.
Pas du tout. Ouais, si. C'est une boîte française. C'est une boîte française. Ok. Et qui a son siège est à Paris. Il y a des bureaux dans 25 pays. C'est une boîte qui est très forte en Asie, d'ailleurs. Ils ont démarré en même temps que vous, après vous, avant vous? C'est une boîte qui est la réunification de 2 sociétés concurrentes qui ont été créées il y a un peu plus de 20 ans et qui ont été fusionnées il y a quelques années, rebrandées, etc. Mais c'est une boîte qui a plutôt 20 ans que 10 ans. Donc ça s'appelle The Edge, c'est ça? Absolument. Et elle est détenue par qui? Par les fondateurs, par des fonds? Elle est détenue par le groupe Accor. Ah, c'est Accor derrière. Ok. Mais en même temps, il y a assez peu de synergie avec le groupe Accor. Je pense que, alors, j'ai pas toute l'histoire, je veux pas faire d'impair, mais comme toutes ces grosses boîtes du CAC 40, je pense qu'il y a quelques années, ils sont un peu inquiétés de l'essor des startups et ont investi dans pas mal de boîtes dans la tech, dont ces 2 boîtes qui ont été fusionnées chez Accor et qui ont été un peu poussées pendant les 5 dernières années. Donc la boîte a énormément grossi depuis cette acquisition par le groupe Accor. Donc aujourd'hui, c'est une boîte de quasi 600 personnes dans 25 pays, donc ça change de dimension. Et il y a quasiment une centaine de gars qui sont sur le terrain, soit à faire de l'upsell, soit à aller chercher des nouveaux drapeaux. Donc ça nous ouvre pas mal de portes. En fait, juste pour la petite histoire, mais l'après-midi de l'annonce de l'acquisition, il y a 10 ou 15 leads qui sont tombés instantanément. Donc ça donne à mon avis un potentiel qui est très important. À nouveau, c'est tout frais, donc on pourra en discuter. Bien sûr. Mais je le sens bien, on va dire. Ok, chouette. Bah, tant mieux, hein. On préfère raconter des histoires comme ça qui se passent bien. Et je trouve ça chouette que les corporates français, les institutionnels, peu importe comment on les appelle, jouent aussi leur rôle. On se plaint beaucoup dans l'industrie du manque de liquidité, du manque d'exit. Et c'est vrai que ces exits-là, ils arrivent aussi parce que il y a des entreprises qui consolident et qui créent des leaders européens, voire mondiaux, en partant depuis la France, quitte à faire de la consolidation. On parlait tout à l'heure de Gilles Moncobé, qu'on salue, qu'on embrasse, qui est issu de Tids et qui avait croisé donc ton associé Lionel dans le cadre d'Overblog, donc Frédéric Montagnon et d'autres beaux entrepreneurs français. Quand on voit Tids, en fait, c'est un conglomérat finalement. C'est 6-7 sociétés qui ont été fusionnées entre elles et qui ont créé le leader qu'on connaît. Quel conseil tu donnerais à Mathieu il y a 12 ans avec ce recul-là? Écoute, je sais pas si je referais les choses complètement différemment. Peut-être que à choisir, peut-être j'irais sur un marché un peu plus profond. Ça a été un peu ma frustration pendant les 10 ans passés, c'est que c'est un petit marché et donc c'est lent et tu peux pas aller plus vite que la musique, quoi. À un moment, tu peux, j'en parlais tout à l'heure, mais tu peux mettre 2 fois plus de sel, tu vas pas aller 2 fois plus vite. Donc à refaire, c'est peut-être le seul truc que je changerais, mais en même temps c'est un métier, une industrie que je trouve passionnante, qui est assez sympa. Moi par ailleurs j'aime bien l'architecture par exemple, et si on est un peu intéressé par ça, dans l'hôtellerie on s'y retrouve pas mal. C'est aussi un métier qui est très humain et donc c'est aussi sympa. Moi je crois que c'est le truc qui me plaît, moi, c'est de vendre de la techno à des gens qui sont pas technophiles. Travailler dans le monde de la construction avant, c'était la même chose en fait. On venait avec nos logiciels SaaS machin et on parlait à des directeurs de chantier c'était pas. Ouais, tu leur simplifies la vie finalement, toi. Ouais, et t'arrives très vite à montrer les bénéfices de ta solution. Ok. Et donc pour moi c'est un peu une suite logique d'ailleurs. Là, donc tu as cette session, comme tu dis, et comme beaucoup d'entrepreneurs le vivent, tu as quelques mois d'accompagnement avec ce complément de prix au bout, qu'on te souhaite évidemment, comme beaucoup d'entrepreneurs, de toucher et que ça se passe bien. Après, il y a quoi pour toi? Tu y penses déjà? C'est pas du tout dans ton esprit parce que t'es la tête dans le guidon. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Non, écoute, j'ai rien derrière, j'ai pas d'idée particulière. Pour l'instant, j'ai envie aussi de vivre la vie de la boîte qui va changer de dimension. On va augmenter le staff d'à peu près 50% dans les 12-18 mois qui viennent. Je sens bien qu'il y a un moteur là qui est en train de nous pousser donc ça va vraiment nous aider à accélérer. J'avoue que j'ai envie de vivre ça. Puis je me prends pas trop la tête à ce que je vais faire après. Peut-être que je vais m'éclater dans cette boîte et dans 5 ou 10 ans, j'y serai encore.
Donc j'ai pas de projet particulièrement. Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore en interne et ça m'éclate bien. Tu me disais peut-être pour terminer là-dessus que ce que ça t'a appris ces 10-12 ans d'entrepreneuriat, c'est qu'il fallait être hyper persévérant. Ouais. T'as des exemples de persévérance, de résilience que vous avez dû avoir lors de votre parcours et qui a fait votre succès? Écoute, j'en ai plein, ça arrive tous les jours. Moi, je pense qu'au bureau, ils ont tous entendu 10 fois cette expression que la persévérance paye toujours. Le nombre de clients qui nous ont dit non, enfin pas 10 fois, mais 5 fois, et puis finalement ont acheté notre solution et aujourd'hui sont des ambassadeurs. J'en ai des dizaines. Donc pas lâcher, faire les choses correctement. Moi, ça a toujours été aussi une préoccupation et d'autant plus qu'on est sur un petit marché, tout le monde se connaît, donc bien bosser, faire attention à sa réputation, pas faire des coups un peu court-termistes. Je pense tu peux faire quoi comme coup court-termiste dans votre industrie? Bon, j'en sais rien. Essayer de niquer un partenaire, d'essayer de vendre quelque chose que t'as pas, tu vois, ce genre de petites choses qui peuvent vite comment tu peux trahir un partenaire? C'est sur du prix, sur des partenariats, c'est sur... Ouais, ou un partenaire qui propose une solution et puis en fait tu vas copier sa solution, tu vas la vendre tu vas la vendre à sa place. Enfin, tu vois, c'est des choses que j'ai déjà vues. Que t'as déjà vu. Ouais, c'est là où je suis peut-être trop naïf, moi, mais peut-être. Comme disaient Mathieu et Julien dans un autre épisode, heureusement que j'ai des associés qui ont parfois une main un peu plus de fer, mais ok, je comprends. Et puis tu vois, moi franchement, on s'est organisé avec Lionel pour tenir sur la durée. En fait, assez vite, on a compris que ça allait pas. C'est un peu naïf de notre part de penser qu'une boîte ça se créait, ça se revendait, et puis qu'on était à la retraite en 3 ans. Assez vite, on a compris que c'était pas la vraie vie, ça, et donc on s'est organisé pour tenir. Donc on s'est organisé financièrement, à pas faire entrer des fonds qui avaient besoin de sortir extrêmement rapidement, parce qu'on a compris que ça allait être un peu long. Donc on a plutôt privilégié des business angels ou un family office, par exemple. Il n'y avait pas vraiment d'échéance. On s'est organisé pour pas aller trop vite et aller dépenser trop d'argent, donc on a une gestion extrêmement frugale. C'est pas que ça m'éclate d'être radin sur tout ce qui se passe, mais c'est juste que ça me semble être du bon sens de pas aller se mettre dans le rouge rapidement. Et ça c'est vraiment le conseil que je donne, quoi. C'est à des jeunes entrepreneurs, c'est ayez 2-3 coups d'avance et réfléchissez à ce qui peut se passer, pas à 6 mois mais plutôt à 2-3 ans. Ouais, tu dis on n'est pas allé lever auprès des fonds d'investissement parce que y en avait moins, parce que vous saviez que votre business n'était pas forcément VC compatible. C'est quoi en fait le... Ouais, je pense qu'on a compris sans qu'on nous le dise que notre business n'était pas vraiment VC compatible. Enfin, on a vu plein de boîtes qui ont levé beaucoup d'argent auprès de VC et qui étaient dans le fond pas VC compatibles, mais donc on n'a même pas pris le chemin d'essayer d'y aller, tu vois. On a compris que c'était pas la bonne route pour nous. C'est pour ça que je te dis, on s'est organisé pour tenir sur la durée sans avoir besoin de trop de cash. Donc, à nouveau, en ayant une gestion frugale, peut-être qu'on a loupé des opportunités, tu vois, à vouloir être un peu prudent et prendre un peu de temps, peut-être qu'on a loupé le coche. Mais 2 ans après, on est encore là et on a des clients qui sont là, qui nous suivent depuis 12 ans. Quand on a annoncé... Ouais, alors ça, moi, j'en suis convaincu de ce côté. Il faut viser la durée parce que la durée emmène aussi un effet d'entraînement, boule de neige, où, comme tu dis, t'es encore là, le client, il te voit une année sur un salon, puis il te voit une deuxième année, puis une troisième année, puis à la 4e année, il va se dire, attends, il y a plein de boîtes qui sont venues une année et qui sont reparties, et eux, ils sont encore là, donc il doit se passer quelque chose. J'ai un souvenir d'un client, un petit hôtel à montagne, je me souviens très bien, sur un des gros salons dans notre industrie. Il y a 2 ans, il me dit, waouh, putain, Mathieu, je suis content. Quand j'ai signé avec vous, vous aviez un petit kakémono au fond à côté des toilettes. Et maintenant, vous avez un super stand, ça me fait plaisir et tout ça. Ouais. Et moi, ça me faisait autant plaisir à moi que lui, a priori, ça lui faisait plaisir. J'ai l'impression que tu t'es beaucoup dans l'humain. Tu mets l'humain au centre de la vente et de la relation, alors que dans le SaaS, t'as des gens qui se cachent derrière le produit, ils veulent pas parler, où tout se fait un peu en self-service, en product-led growth, c'est comme ça qu'on dit?
Non, dans notre industrie, alors moi ça me va bien, effectivement, je trouve que c'est important et moi je trouve un certain plaisir dans les relations humaines, mais il se trouve que dans notre industrie, ça marche que comme ça. Tu vois, Ok. on a vu d'ailleurs 50 acteurs qui sont arrivés, qui sont repartis aussi vite en voulant être en self-service complet et juste avec le produit qui permet de grossir, comme tu dis. Ouais, ça marche pas. Dans notre industrie, ça marche pas. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai plein d'idées, mais enfin, peu importe. Mais en tous les cas, dans les faits, dans le monde entier, on n'a pas vu une boîte dans notre industrie qui arrive à fonctionner de cette manière. Ok. Dernière chose, quelqu'un que tu aimerais écouter au micro de ce podcast, un livre que tu as lu et qui t'a particulièrement marqué, enfin tu vois, un truc qu'on peut laisser pour conclure un peu cet épisode ensemble. La colle. Écoute, non, il y a un truc que je voulais dire et ça peut être une personne intéressante à recevoir, mais en fait, j'ai pas fini de répondre complètement tout à l'heure. En fait, on s'est fait accompagner par une banque d'affaires pendant le process, par la banque Cambon Partner. Et donc même si on a eu cette première touche avec cette boîte qui nous a finalement acheté un an plus tard, on a parlé à beaucoup d'autres sociétés, on a eu des offres d'autres boîtes, d'autres pays, et j'ai été assez fasciné par ce monde de la banque d'affaires, qui sont des gars qui ont une capacité à aller comprendre très vite les marchés, faire les intermédiaires, faire beaucoup et pas beaucoup à la fois. Parfois, c'est faire des foutus tableaux Excel qui m'auraient pris 3 week-ends à faire et ils le font en une nuit. Parfois, c'est faire limite de la conciergerie pour aller filer, réserver un taxi pour les uns et les autres. Mais en même temps, c'est aussi des gens qui tirent pas mal les ficelles sur une industrie donnée. Et moi, je trouve ça assez fascinant, quoi, ce monde. Donc c'est un bon conseil où tu dirais faites-vous accompagner lors des étapes critiques. Écoute, alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, encore une fois, l'objectif c'est de donner les coulisses. D'habitude, de ce que je fais, j'enregistre 2 podcasts à la suite, de 30 à 45 minutes. Et donc, juste après, je tourne un podcast avec des banquiers d'affaires pour justement raconter un peu les coulisses aussi de cette partie-là du métier. Donc, tu vois, c'est intéressant que tu qui est pas Cambon, mais on les salue. Ok, écoute, nous c'est Morgane Lenné et son équipe qui nous ont accompagnés chez Cambon et c'était top, quoi. Enfin, à la fois on a passé des bons moments, il y a eu des hauts et des bas d'ailleurs dans le process, mais et c'est vachement bien, quoi, d'une personne qui fait un peu proxy avec les différentes boîtes, qui parfois prennent plus l'émotion que toi. Moi, ça a été mon feeling à certains moments, tu vois. On a eu quelques déceptions au cours de process et moi, c'est passé crème. Eux étaient plutôt d'accord. Dégoûtés. Bon, écoute, on connaît Morgane, donc on va l'inviter pour nous raconter une partie de son métier. Super. Bah écoute, ravi d'avoir passé ce moment avec toi, d'avoir fait ta connaissance. Toujours impressionné par ces aventures entrepreneuriales avec tous les challenges que ça comprend et que t'as raconté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux gens qui vont nous écouter? T'es assez joignable facilement, un mail auquel t'écrire, LinkedIn, LinkedIn tu réponds, je le vois. Ouais, j'essaye. Enfin, ouais, non, j'aime bien, j'adore rencontrer des gens, j'apprends ça me fait aussi plaisir de partager certaines expériences et tout. Donc tu coaches dans certains incubateurs, accélérateurs, t'es partenaire avec certains fonds, réseau entreprendre, je sais pas, il y a des gens qui font ça ou pour l'instant je fais un peu en mode give back, quoi, tu vois, de Numa, machin, il y a quand même tout un réseau encore qui tourne, donc ça peut m'arriver de passer du temps avec certains entrepreneurs. On a aussi bénéficié d'un accompagnement par une structure de Paris Senco, je crois. Ouais. Ça s'appelle Welcome City Lab. Donc là aussi, je passe pas mal de temps et ça arrive assez souvent qu'il y ait des boîtes qui me contactent. Donc je le fais avec plaisir. À la fois c'est give back, mais je récupère encore des choses. Il y a c'est toujours intéressant de voir des entrepreneurs, même s'ils sont au début de l'aventure. Ils sont quand même dans l'aventure et donc ils ont plein de trucs. Non, mais c'est à ces moments-là, tu donnes, mais tu reçois aussi beaucoup, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis ça te sort un peu de ton quotidien. Bien sûr. Ouais, donc c'est intéressant. Non, mais on se nourrit tous de ça. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. Et puis, ravi d'avoir raconté cette histoire d'entrepreneur et d'avoir fait ta connaissance à cette occasion. Et peut-être pour que les gens comprennent aussi dans quel contexte on fait ça. Nous, en tant que VC, on va passer des centaines de boîtes par an. On a besoin d'avoir finalement une communauté assez étendue pour rapidement pouvoir passer 5-10 coups de fil
à des gens qui ont monté des boîtes dans le secteur. Et quand on fait ces prises de contact, comme j'ai fait avec toi, ça permet de mettre dans notre petit CRM OVNI. J'ai rencontré Mathieu à telle date. Ils ont une vraie expertise de 12 ans dans le secteur des hôtels. Et si demain on voit passer une start-up qui cherche à innover dans ce domaine et qu'on trouve que c'est assez disruptif, qu'il y a assez de barrières tech pour en faire une boîte, on parlait de la profondeur de marché tout à l'heure, qui serait VC compatible, c'est-à-dire qui pourrait rentrer vraiment dans notre grille de lecture et nos standards à nous en tant que VC. Mathieu fera partie des 10 premières personnes qu'on va appeler en lui disant « Salut Mathieu, qu'est-ce que t'en penses ?» et nous, ça nous permet de rapidement, en fait, en tant que bon généraliste, se faire une idée d'un secteur. Écoute, merci pour ça, d'avoir pris le temps de venir raconter ce parcours-là. Et puis, bonne chance, bon vent à toi sur les prochaines années dans cette belle boîte avec laquelle t'as fusionné, qui t'a racheté. Et puis, au plaisir de se retrouver dans 1 ou 2 ans pour que tu viennes nous raconter comment ça s'est passé. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'était cool. De rien, non, merci à toi. Et on se reparle dans 2 ans, je te ferai un point sur comment ça marche un earn-out. À bientôt. Ciao. Bonne fin de journée tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, mettre 5 étoiles sur les podcasts. On est de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est cool, ça nous motive encore plus à continuer. À bientôt, salut.